Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le site de la Fondation Thalie. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle soirée Équinoxe, soirée de lecture poétique organisée, dont la direction artistique est assurée par Barbara Polla. Et en fait, ces soirées ont pris naissance lors du premier confinement en mars 2020. Et depuis, on a continué à organiser ces rencontres, à la fois en présentiel et en Zoom, et un peu comme un rendez-vous nécessaire, vital, un élan, une colonne vertébrale pour nous toutes, nous tous, sur la poésie et ces mots qui nous font vibrer. J'ai envie de vous parler un petit peu de ce que fait la Fondation Thalie à Bruxelles, de vous présenter la Fondation. C'est un lieu que j'ai lancé, créé en 2018 et qui accueille une programmation multidisciplinaire autour des arts visuels et de la littérature et également, bien sûr, de la poésie, avec des expositions autour de femmes, beaucoup de femmes artistes, et avec des résidences qui croisent, qui combinent les arts visuels et la littérature. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir participer, contribuer à cette nouvelle soirée de poésie. Je remercie Barbara Polla, à qui je passe la parole. Très bonne soirée à toutes et à tous. À tout à l'heure. Moi, je remercie Nathalie et la Fondation Thalie, bien sûr, de pouvoir nous offrir ce moment extraordinaire. Il y a une grande liberté dans la fragilité. Et la fragilité est le thème de cette soirée de lecture. Elle n'est pas barricadée. Puissent nos poèmes lui ressembler. Ce sont les mots et le vœu de Clara Molloy, qui est poétesse, mais également créatrice et éditeur de parfums. Elle a créé Création, un festival de poésie visuelle. Et l'année dernière, elle a publié Tempo a Paia. Et sa lecture s'intitule Paia, la paille. La paille comme symbole de fragilité. Clara, à vous. Bonsoir. La pièce qui n'existait pas sur les plans. Le froid est rigoureux. Il ne reste qu'une carte à jouer et plus de place assise. Le passé me revient. J'ai déjà habité ici, derrière la vitre. On va s'en sortir. Tenir les doigts, la rampe, sur le sol qui avance. Je, celle qui parle. Moi, celle qui écrit. Allons chercher le nom de la maison. Passage secret. Assise dans la cuisine, une tasse, 2 tasses de thé. Est-ce le ciel? Est-ce l'hiver? Intime. Je prends le temps de neiger à la fenêtre, sur les fleurs penchées, sur les cimes, sur la palissade aussi. Je n'oublie rien. Haïku. Mon fils interrompt la leçon de tennis pour écouter chanter l'oiseau. Attentif au moindre rebond, si proche du ciel, toute oreille. Fjord. Insomnie de la porte mal gardée, clignotement de l'alarme, rouge réveil déglingué. Le mur est à l'affût du moindre bruit. Je retourne l'oreiller de la veille et guette dans la maison d'en face le reflet changeant d'un miroir, une embellie. Train de nuit perce la glace. L'autre côté du monde s'est endormi. Déménagement. Le sein
se prête au supplice du froid. Sur le canapé rayé, et déguisée, je me retourne, face nord, vers, dans la vallée. La tour d'ivoire est prise, et l'est est la fessée. Le nénuphar a rosi, d'aise. Les yeux fermés, mon corps tout entier voit et pose. Phantom Manor. Tu aurais pu te donner la peine de changer ou vieillir au lieu d'apparaître, gueule d'ange, sempiternel toi-même, faussement surpris, pas tout à fait concerné. Le cheveu coupé au cutter, à peine sorti du sommeil, mais l'œil alerte des insomniaques. White Spirits, fantôme en espadrille. Tu rembobines cette part de moi restée avec toi, mes 18 ans vivants. C'était hier, tu me dessinais au fusain, et je gardais au lit un soutien-gorge en dentelle. Ça valait tous les voyages. Les degrés de consolation. Chut, chut, dis-je à la sonnerie continue du réveil. Le papier scotché sur le mur annonce la couleur. Et si je me rendors? Et si je te renverse? Le langage des fleurs imite à merveille les petites culottes du tiroir. L'entrain d'un rendez-vous nocturne déborde du placard. Je m'habille lentement pour que tu me regardes. Le château dans le ciel. Comme il est doux de passer en été le chiffon sur le béton. La lumière me berce d'un sourire indulgent. Amoureuse, je flotte au gré de la chanson. Sam Tanzong. Ôtez de ce monde la cellophane. Où sommes-nous? Jamais ici. La peur parle la première. Sous la rampe, une ombre qui n'était pas prévue. Je vois ce que ressent l'écume. Les problèmes se répètent. Horizon en bandeau, traces du vent, servitude. Chute libre. Je tombe de plusieurs vies. Ma couleur préférée, c'est le ciel. Mais c'est le sol qui s'ouvre dans mon sommeil. Édouard de Main d'Argent. Le papier peint se tend au signal de ta voix, se déchire. La rampe resserre les rangs. Les fenêtres se ferment. Chaque objet sur le qui-vive vise à la perfection. L'idée fixe m'épuise. Tu navigues entre les chaises, en maître, menaçant de changer l'ordre des choses. Bon service. Oui. Alors, je ne sais plus dans les 6 minutes, mais j'ai peut-être lu plus lentement. C'était magnifique. Merci beaucoup, Clara. On vous applaudit. Merci. Catherine Humbert est écrivain, journaliste, longtemps producteur à France Culture et poète. Les poèmes qu'elle va nous lire, il existe des lieux de songe, sont extraits de son recueil Légère et la vie parfois, et parlent de la fragilité essentielle, celle de nos chemins de vie, où ce qui est profond, parfois, devient léger. Catherine, à vous. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Premier poème.
En ce temps-là, mon nom n'avait pas encore été prononcé. La poésie dormait dans les limbes. Oubliée dans un grenier cerné par les particules de poussière, mes mots délaissés attendaient. Soumise au lointain, aspirée par le monde, ses diversités, ses beautés, ses complexités, je prenais corps ailleurs. À force de patience, ruisseau vivace, flux têtu, la poésie m'a rappelé à voix basse. J'ai refait le chemin, poussé la porte du grenier. Rescapée d'errances lointaines, émue par la douceur éruptive de ma tremblante jeunesse jetée sur ces pages incertaines, j'ai embrassé les phrases de mon ancienne intimité. Une mémoire liquide s'est abattue sur moi. Tout a coulé en vagues, ressac obsédant du temps. Ancre amarrée à mon fleuve, j'ai entendu battre le bruit des voiles, senti l'écoulement du temps. Retranchement des années, j'ai sonné l'heure, brûlé la nuit, les plus secrètes de mon passé. Retour aux mots qui vibrent en moi d'une vie puissante, plus forte que la mienne, tout mon être tendu pour renouer avec eux, leur fastueuse odeur, leur glorieuse saveur. Avec l'esprit des mots, un petit pan du réel s'est montré à moi. La montagne. La montagne se vide. Allongée sur la mousse, la neige fond. Quelque chose s'égoutte, un blanc où coulent les mots. Le poème s'enroule, capsule de mots jetés au hasard des falaises, dégradées d'émotions suspendues. Quelque chose suinte, insaisissable. Un silence où se glissent des sons venus de cavités sombres. Goutte à goutte, chute dans un monde blanc de neige. Dans la clairière du monde coule un frêle ruisseau. Marche sur des chemins interminables. Plus rien ne bouge sous mes pieds. La route s'est arrêtée. Devant moi, les frontières ont glissé. À cheval sur le bord du monde, je touche le bout de moi-même. L'élémentaire. Toucher l'élémentaire, retourner au torrent, poser le pas sur le chemin, rejoindre la vallée, boire la rosée. Le flux de la sève coule en abondance, inonde la terre. Les feuilles sensibles frémissent au vent. Le cœur tendu, tambour vibrant, s'étendre sous la ramure, fixer le soleil, être dans le simple. Lente décantation avant le consentement. Entrer dans la transparence. Il existe des lieux de songe. Il existe des lieux de songe, des lieux clairs et secrets où se fabrique l'imaginaire. Il existe des lieux sauvages où une langue intime nous tire de nous-mêmes, des lieux qui nous entraînent sur des chemins imprévus, nous relient à la présence invisible du monde. Il existe des lieux bouleversants qui guérissent et qui sauvent, des lieux par lesquels se consoler de notre condition. J'émerge de la nuit. J'émerge de la nuit, quitte la matière souterraine et rocailleuse, pénètre dans la vie, salle lumineuse saturée d'une odeur de violette, retour au cri d'espérance. Je contemple le monde retrouvé, désarmé, si beau, si triste dans sa lueur d'hiver. Loin des hommes aux mains habiles, je touche la forme primitive, la fascinante énigme de la beauté, haute et pleine.
noir mystère qui rend captif, profond secret de la beauté que l'on ose approcher, de peur d'en être victime. Merci Catherine. Merci beaucoup. La femme forte, il y en a encore 3, mais ils sont tout petits. Non, merci beaucoup. On va se tenir aux 6 minutes. Si vous Ah, voulez. d'accord, j'étais passée, je suis désolée Merci alors. beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, Catherine. Brice Quatrain, avec Cléa Chopard et leurs invités, va nous lire des poèmes ratés, intitulés Rhododendron normal. Brice Quatrain est violoncelliste virtuose, mais un jour, à l'âge de 36 ans, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il se rend compte que le plus important dans la vie est peut-être le plus fragile, c'est l'amour. Ces poèmes vont nous parler d'un amour caché, interdit, et de la fragilité d'un permis de séjour en français et en anglais. Brice, c'est à vous. Bemba Bum Bum. Her Hotness a une super idée de titre raciste, Bemba Bum Bum. Or, ça tombe bien, on a justement pu établir récemment que j'étais raciste. Comme elle habite à la maison depuis le début du confinement, je l'ai surprise au téléphone avec sa mère et ses sœurs en Zambie, la plupart du temps en anglais avec quelques passages en Bemba seulement. Elle a alors un accent zambien super marqué qu'elle n'a pas normalement. Ça m'a un peu excité. Vie de bohème raté 7. Her Hotness est assise à mes côtés, vêtue d'une robe de chambre forcément béante, sur son t-shirt Cookie Monster, avec nos verres de Virgin Gin and Tonics, une tarte aux pêches bio qui sort du four et sur les genoux, le carnet sur lequel je relate le mythe raté 8, on pourrait presque se croire en pleine vie de bohème, si ce n'était qu'on vit à Huddersfield de merde. Poème raté 40. A Hotness, qui depuis le temps a compris mon goût pour la musique concrète, me dit en plaisantant, alors que je gratouille nonchalamment sa touffe pubienne, interdit d'enregistrer ça. Si ma mère tombait dessus, elle reconnaîtrait immédiatement le son d'une touffe de notre matrilignage royal, grattée par des doigts blancs et non chrétiens, trop dangereux. Mais plaisante-t-elle vraiment? Poème administratif 2. A Hotness doit renouveler son visa. Elle a terminé son master's et va commencer son doctorat. C'est un processus pénible, mais qui ne présente pas de difficultés particulières. Sauf que là, non. Un type a décidé que le papier machin n'était plus valable. A Hotness retourne en Zambie dans 2 jours. The Mother Series, par notre invité A Hotness, justement. Mother, there is no emoji for a black me and a white him together. How am I supposed to break the news to you in a text? I suppose I could use one emoji for him, then another emoji for me. But I'm afraid you might think I'm telling you that I'm standing next to a Simpson. Mother, I've been taken captive by a man. He keeps me in his house. I didn't go willingly. I danced and thought and clawed and fought all the way. You would have been proud, Mother. In the end, he lured me with sweet, sweet things. Mother, it's like he invaded my mind, pieced together my desires, and made himself into that. Mother, he did this in such a way that he exists in my imagination, but he is next to me now, so that I notice only bit by bit and challenge the strength of my mind. Mom, no one will blame you for this. God knows you did your best. You can tell them that. You can say, I try my best, as God is my witness. You did everything correctly, so don't think, should I have been more of this? Could I have been less of that? No, take it from me. Mother, he dances with me. He tells me stories about naming rabbits, eating them as chicken, but not counting the legs. I laugh. I laugh a lot. I'm laughing still at conversations like this. Me. For less than £1 a week, I can join the community of Black women. Him. You're already a Black woman. Mother, there are tunes of defiance as I sit here with time to enjoy missing him. I find the idea of forever ridiculous, aka forever exists at the end. We lie together, we are calm, it can't last forever. Or maybe it can. I think I know that forever lasts only until the next moment, so that for a time you can experience 1,000 little forevers, and that word,
forever can have some practical and tangible reasons to exist. I had never wanted freedom, but I got it anyway. Merci à vous. Merci, Brice. If we could get freedom anyway. Bravo, Brice. J'adore les poèmes ratés. Merci. Carmen Camporeal conduit une carrière de journaliste à TF1 à Paris. Elle écrit pour Vogue et pour Elle. Et elle a publié ces 10 dernières années 4 recueils de poèmes. Ces poèmes, aujourd'hui, nous parlent du bancal, de la fragilité, comme un déséquilibre, une fracture. Carmen, à vous. Utopie rutilante, abjection par balle, message brouillé, émetteur déchaîné, félin, inlassablement il emballe au même rythme, sans haleine, sa rancœur en papier porcelaine, identifie ses cibles déchirées, occidental oxydé par sa propre boussole, il se la joue spiritualité sans parole. Figé, aliéné, il balafre la vie et délivre vengeur son cerveau désabri, glande sudoripare surdéveloppée, naufragé cyclique, syndrome écorché, s'alourdit de vapeurs imaginaires échouées, frappe au galop jusqu'à la mort, fragile, il échoue matador. Les motifs à fleur de peau bouleversent mon destin baladeur. Il habite un campus inconnu, peau pourrie maniaque. L'androïde opiniâtre, petite perle foutraque, décèle mon cœur étrange, hélicoptère amoureux. Intensive illusion, évangéliste de sable, il croit au coup de foudre, tourne-disque capable de son bonheur, puis colore la peinture. Panoramique esthétique, plus vrai que nature. Hasard phonétique d'un premier opus, il dédouane ses plis, rendez-vous tranquille, aventure savoureuse, folie douce sans guenille, il s'assure l'hypothèse d'une vie motus. Vous avez raison, l'essentiel est absurde. Camarade en avant-poste au biscotto bandé, foule déplorable au grégarisme affolant, décline ton identité. Présente-nous tes traumatismes avec cet élan d'humanisme qu'ont tous ces gens charmants, majoritairement blancs, qui te jugent en légumes. Et comme Dieu m'est à l'aise, une fois dans l'église s'apaise, les sempiternels braises et les orgies polies. Expédie tes semblables menottés, dégage les militants gauchistes et grand oiseau de fer refait venir les expulsés, quitte à les chloroformer, bon vieux lascar machiste. Ces bâillonnés visent l'intégration, le gouvernement l'expulsion et peuple de l'abîme condamné à vivre. Ah, sublime! L'amené de la terre cesse de danser au pipeau d'un pipeau scolaire, enclenche la marche d'une fragilité métissée, ennemi intérieur, ô gigantesque pique-nique, sort tes nappes à l'extérieur, les tribus revendiquent ta différence ethnique. Guette le retour des galères depuis l'angle du mur, la crève à revent, reportée bataille, elle incise les peaux, l'étoffe du vivant agenouillé et beau, grelotte librement sur la rive en pagaille. Ô victimes désossées et sanglées, derniers soupirs amputés dans le crachat des bombes suppures. Péril de la chaleur assassine, l'air satisfait, d'où s'avance le portrait du monstre, ô prodigue Messaline. Illicite poison marqué et dénudé, qui tailla tout ce qu'il touche de piment rouge par poignée, embarcadère pour l'enfer guillotine, qui est cette balafrée proprement anodine.
marginal qui accouche de graffiti mort-né, à sa gloire, ô général bafoué, marginal, elle enrôle, recrute, puis extermine les chairs abruptes, les statues de soie, traînant seule son linceul fané, elle remue son port de tête coupable, fauchée, enfin, cette femme squelettique aux abois, au chemin de traverses éventrées, frêle dame, héroïne de sable. De la vanité étouffée des nations, retremper les folies meurtrières, que de capital renversé sans raison, que d'espérances princières. Et toujours un irascible voisin dont les frais de procès moites échappent à tout poète. Cette déchirure presque académique de l'air ambiant, cette marque indélébile aux minuscules détails, pour quelques fanatiques résolus à tremper leurs feintes personnelles, sanglants épisantes. Grâces et couardises qui se réveillent, empreintes de vigueur quand les sources tarissent, contredit la chronique naissance d'une fragilité unique. Merci, magnifique. Merci beaucoup, Carmen. Maintenant, Nathalie Guillot. J'aimerais vous rappeler que Nathalie Guillot, bien sûr, a présenté tout à l'heure sa fondation, mais derrière la fondation, devant la fondation, il y a Nathalie Guillot. Et le soutien aux artistes, c'est Nathalie Guillot. Le soutien aux femmes, c'est Nathalie Guillot. Le soutien à l'écologie, c'est Nathalie Guillot. Le soutien aux livres et aux poètes et à la poésie et à ces soirées, c'est Nathalie Guillot. Et Nathalie Guillot, qui est poète elle-même, qui a récemment publié Le premier jour de l'étincelle, dit magnifiquement dans le premier poème de ce livre: « J'aurais pu faire quelque chose en ces temps confinés. J'ai préféré laisser naître une communauté de poètes. » Nathalie Guillot, ce soir, va nous lire un texte extrait de Emanuele Coccia, qui est un philosophe italien très intéressé et très impliqué dans l'écologie, qui parle de désespoir, de réparation en cours et possible, de transformation. Nathalie, à vous. Merci Barbara. Tout moi est un oubli. Comme toutes et tous, j'ai oublié. Le goût et l'odeur de ce moment, les gens autour de moi, les objets qui peuplaient la pièce. J'ai oublié le jour et l'heure, mes pensées et mes émotions, l'intensité de la lumière dans le tout premier instant. Peut-être que je ne pouvais qu'oublier. Tout m'apparaissait pour la première fois, trop différent, trop nouveau, trop intense pour que je puisse l'emmagasiner. J'ai dû oublier et tout oublier. Faire le vide pour ouvrir l'espace au reste, aux choses futures, à ce qui sera bientôt mon passé, au monde entier. Faire le vide pour rendre possible toute expérience. J'ai dû oublier et tout oublier pour pouvoir percevoir moi-même. Transformation. J'en ai souvent rêvé, me renfermer dans un cocon, peu importe lequel, une pièce de mon appartement, une maison de campagne dans un pays lointain, un sous-marin au fond de la mer. Me couper de toute relation au monde et m'abandonner au travail de la matière. Sentir mon âme se tailler et se souder à nouveau sous une nouvelle forme. Éprouver une force qui la cisèle, qui la change de part en part. Me réveiller et ne rien retrouver de ce que je croyais m'appartenir. Être moi. Me réveiller
et m'apercevoir que même le monde qui m'entoure est irrémédiablement différent en texture, en intensité, en luminosité. J'en ai souvent rêvé. M'enrouler dans la soie jusqu'à me couper du monde pendant des jours, me construire un œuf tendre et candide à l'intérieur duquel laisser travailler mon corps, traverser un changement à tel point radical que le monde lui-même ne sera plus le même, ne plus pouvoir voir de la même manière, ne plus pouvoir entendre de la même manière, ne plus pouvoir vivre de la même manière. Devenir méconnaissable. Habiter un monde lui-même devenu méconnaissable. J'en ai souvent rêvé. Avoir la puissance des chenilles, voir des ailes surgir de mon corps de verre, voler plutôt que ramper, m'appuyer sur l'air et non sur la terre, passer d'une existence à l'autre sans devoir mourir et renaître, et par là même faire basculer le monde sans le toucher. La forme la plus dangereuse de magie, la vie la plus proche de la mort, la métamorphose. Merci. Merci Nathalie. Johanna Price est actrice au théâtre et au cinéma. Johanna est aussi chanteuse, performeuse, réalisatrice et auteure de poésie. Elle nous a accompagnés ce printemps. Ses poèmes se trouvent dans le premier volume d'Equinox. Elle a lu récemment Anaïs Nin à la Maison de la Poésie. Mais ce soir, elle est avec nous et va nous lire des extraits de l'aventure de Agamben. Johanna, à vous l'aventure. Merci Barbara. Certes, aimer signifie être porté, s'abandonner à l'aventure et à l'événement sans réserve, ni scrupule. Toutefois, dans l'acte même où nous nous abandonnons à l'amour, nous savons que quelque chose en nous reste en arrière, en défaut. Eros est la puissance qui, dans l'aventure, l'excède constitutivement, tout comme elle excède et dépasse celui à qui elle arrive. L'amour est plus fort que l'aventure, et c'est peut-être cette certitude qui avait poussé Dante à sortir du cercle magique des poèmes chevaleresques. Mais c'est justement pour cette raison que dans l'amour, nous faisons à chaque fois l'expérience de notre incapacité d'aimer, d'aller au-delà de l'aventure et des événements, bien que cette incapacité même soit l'élan qui nous pousse à l'amour. Comme si l'amour était d'autant plus ardent et pétri de nostalgie que se révèle plus forte en lui l'incapacité d'aimer. L'assouvissement des sens est le petit mystère de la mort, comme les anciens appelaient le sommeil, par lequel les hommes tentent de venir à bout de leur incapacité d'aimer. En effet, en lui, l'amour semble comme s'éteindre et prendre congé de nous, mais non, selon le préjugé bourgeois, par désenchantement et tristesse, mais plutôt parce que, dans l'assouvissement, les amants perdent leur secret, c'est-à-dire s'avouent l'un à l'autre qu'il n'y a, en eux, aucun secret. Mais c'est dans cette mutuelle dissipation du mystère qu'ils accèdent, ou le démon qui est en eux, à une vie nouvelle et plus heureuse, ni animale, ni divine, ni humaine. En ce sens, l'amour est toujours sans espoir, alors que pourtant, ce n'est qu'à lui qu'appartient l'espérance. Tel est le sens ultime
du mythe de Pandore. Que l'espérance, le dernier don, reste enfermée dans le vase signifie qu'elle n'attend pas sa réalisation factuelle dans le monde. Non parce qu'elle renvoie sa satisfaction à un invisible au-delà, mais parce qu'elle a été en quelque manière toujours déjà exaucée. L'amour espère parce qu'il imagine et imagine parce qu'il espère. Qu'espère-t-il? D'être exaucé? Pas vraiment, parce que le propre de l'espérance et de l'imagination est de se lier à un inexauçable. Non parce qu'elles ne désireraient pas obtenir leur objet, mais parce que, comme imaginer et espérer, leur désir a été toujours déjà exaucé. Que selon les mots de l'apôtre, dans l'espérance, nous avons été sauvés, est ainsi à la fois vrai et non vrai. Si l'objet de l'espérance est l'inexauçable, c'est seulement en tant qu'insauvable, déjà sauvé, que nous avons espéré dans le salut. De même qu'elle dépasse son exaucement, l'espérance dépasse aussi le salut et aussi l'amour. La poésie fait espérer. Rosanna Ganghemi est philosophe de l'art, spécialiste de la littérature féministe des 19e et 20e siècles. Elle est conférencière, chargée de cours et auteure. Elle va nous lire des poèmes d'Alda Merini, la grande Alda Merini, qui, du fond de son dénuement, nous parle et nous dit « Je n'ai pas besoin d'argent, c'est de poésie dont j'ai besoin. » Rosanna, à vous, la voix d'Alda Merini. Bonsoir à tout le monde, merci Barbara. Alda Merini, qui par ailleurs a écrit « N'essayez pas d'attraper les poètes parce qu'ils vous fileront entre les doigts », lors de son long enfermement psychiatrique dans sa cellule pour se soulager de la lunga pesante catena d'angoscia, de la longue et lourde chaîne d'angoisse qui la maintient à terre, cherche les éléments aériens et y trouve un baume. Ogni mattina, c'est le titre. Je lirai en italien, en français, en italien, en français. Ogni mattina il mio stelo vorrebbe levarsi nel vento, soffiato ebrietudine di vita, ma qualcosa lo tiene a terra, una lunga pesante catena d'angoscia che non si dissolve. Allora mi alzo dal letto e cerco un riquadro di vento e trovo uno scacco di sole, entro il quale poggio i piedi nudi. Di questa grazia segreta dopo non avrò memoria, perché anche la malattia ha un senso, una dismisura, un passo, anche la malattia è matrice di vita. Ecco, sto qui in ginocchio, aspettando che un angelo mi sfiori, leggermente, con grazia, e intanto accarezzo i miei piedi pallidi con le dita vogliose di amore. Et maintenant, d'après l'autre vérité, journal d'une étrangère. Une malade un jour me flanqua une gifle sonore. Mon premier mouvement fut de la lui rendre, mais en fait, je saisis cette vieille main et j'y déposai un baiser. La petite vieille se mit à pleurer. « Tu es ma fille, me dit-elle. » Je compris alors le sens de ce geste de violence, car il n'existe pas de folie dépourvue de signification, et les gestes que les gens ordinaires et mesurés considèrent comme d'un fou impliquent le mystère d'une souffrance que les hommes n'ont pas écoutée, n'ont pas recueillie. Et encore, la simplicité, c'est le titre. La simplicité, c'est se mettre à nu devant les autres. Et nous avons tant de difficultés à être vrais avec les autres. Nous avons peur d'être mal compris, de paraître fragiles, de nous retrouver à la merci de ce qui nous fait face. Nous ne nous exposons jamais. Parce qu'il nous manque la force d'être des hommes, celle qui nous fait accepter nos limites, celle qui nous les fait comprendre en leur donnant du sens et en les transformant en énergie, en force, précisément.
J'aime la simplicité qui s'accompagne d'humilité. J'aime les clochards. J'aime les gens qui savent écouter le vent sur leur propre peau, sentir l'odeur des choses, en capturer l'âme, ceux dont la chair est en contact avec la chair du monde. Parce que là est la vérité, là est la douceur, là est la sensibilité, là est encore l'amour. Et pour conclure, ces mots-clés, les mots-clés de tout poète. La pistola che ho puntata alla tempia si chiama poesia. Le pistolet pointé sur ma tempe s'appelle poésie. Merci. Merci Rosanna. Grazie a Merci. Merci Nathalie aussi. Intermède musical. Aurélie Gravas est peintre et musicienne. Elle aussi nous a accompagnés déjà lors des équinoxes de printemps avec sa musique et son partenaire Luc van Lieshout à la trompette. Et elle va nous demander ce soir, avec sa voix, et avec sa basse et avec la trompette de Luc, justement, tu veux un café? Oui, nous voulons un café. Elle nous a enchantés ce printemps. Aurélie, Luc, à vous, en avant la musique. Tu veux un café? Fais-toi un café. Sens-toi bien, sens-toi libre. Tu veux prendre une douche? Va prendre une douche. Sens-toi bien, sens-toi libre. Tu es une peintre? Tu peins quoi? Tu peins des paysages? Tu peins des nus? Tu peins des paysages nus? Tu es amoureuse? Tu peins ton mec? Tu peins ton mec nu? Sens-toi bien, sens-toi libre. Dessine-moi, dessine-moi avec ma casquette. Dessine-moi sans ma casquette. Tu veux un café? Tu dessines quoi? Tu me le donnes? Sens-toi bien, viens, sens-toi libre. Ce soir, je t'ai sauvé de la nuit et du froid. Ce soir, je t'ai sauvé de la nuit et du froid. Sens-toi bien, sens-toi libre. Je suis là, je n'ai pas le temps de penser à ça. Je te donne le dessin de toi, prends ce dessin. J'ai les mains sales, j'ai les mains libres. Je me laverai en Toscane. Je veux bien du café. Je te dessine. Les paysages sont nus comme les corps nus. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je veux bien du café. Oui, je dessine mon mec nu.
il est grand comme ça. Regarde, je n'explique rien, j'irai voir les fresques. Je me laverai en Toscane. J'ai les mains sales. Mon mec est nu, mais je ne veux pas prendre de douche. Je me laverai en Toscane. J'ai les mains sales. Prends ce dessin, je te le donne. Et ce dessin, c'est ta casquette. Prends-la aussi. J'ai dessiné la cafetière. Prends-la aussi. Et le manteau de ton collègue, les gants, la tasse et la cuillère. Prends-la aussi. Je n'ai pas le temps de penser à ça. Je me laverai en Toscane. Nous n'avons aucun pouvoir. Je te donne tous les dessins que je produis. Merci. 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 Ce soir, tu m'as sauvé du froid et de la nuit. Regarde. 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 Je te dessine comme ça. Je te dessine comme ça. Merci. 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 Bravo, Luc. Love this. Astrid Herrens est poétesse. She's a poet. Et elle écrit, dit-on, la poésie avec un œil de photographe. Elle va nous lire en flamand. Un participant à notre Zoom vient de nous dire que c'était beau toutes ces langues différentes. Donc, voici le flamand. Elle va nous lire 2 de ses poèmes. D'une part, ses lettres à son enfant inexistant qu'elle écrit alors qu'elle a 31 ans. Et le deuxième poème intitulé Libre, un poème qui parle d'Anarcha Westcott, qui est une esclave américaine qui a subi plusieurs opérations chirurgicales, gynécologiques, expérimentales. Astrid Herrens nous parle ainsi de la fragilité de notre corps de femme et de la fragilité de ce que signifie la maternité. Astrid, the floor is yours. Bonsoir. Beste. Elke dag kies ik je niet. Geloof me maar als ik je zeg dat ik al zoveel moest beslissen. 100 levens geannuleerd. Toch blijk je, ook door je niet te kiezen, te bestaan. Mijn gedachten wekken de scherpste lichamelijke sensaties op, terwijl in werkelijkheid niets gebeurt. Het gordijn is, de koelkast is, de zetel, het tapijt, de stilte van dit gehuurd appartement hangt als een strop om mij heen. Ik weet dat het mij aankijkt, zoals ik weet dat ik je elke dag weer niet kies. Beste. Een oud reptiel huist in mijn lichaam. Mijn onderbuik zet uit en krimpt. Ik weet, er is een oeroud plan dat men zo volgen kan. Maar hoeveel er ook te lijden valt, vertelt men niet. Hoe moet het met de liefde dan? Gebarsten urn in een hoek van de kamer. Gebalde woede in een naam, ontveld verleden. Er is zoveel te doen zonder jou. En met welke armen zou ik je moeten dragen, vertellen wat niemand mij ooit vertelde. Wat niemand
ooit te weten kwam. Beste, als ik je wil vergeten, stap ik door de natte straten van mijn stad, ketsende echo's van mijn hakken dorst, mijn ogen glanzend als zalmen, handspiegels in de nacht. In de verte klinken bassen, er trilt een licht schil van de maan waarmee ik verder glijd door het duister waarin men durft gokken. Drift walmt als damp uit een half open deur, hoge kreten, nachtwinkelgeluk. Zoals een trein met een schreeuw de deuren sluit, vertrekt, volg ik mijn benen die mij dragen door de nacht als een paard, steeds sneller de straten, armen gespreid, de wind door al mijn lichamen heen. Tot ik halt houd aan een zee. Richtingloos het water waarin mijn handen slingeren als een meisje. Een stem in de verte. Een idioot zingt vals op een brug. Ik heb niemand nodig. Niemand is hier nodig. Beste, vertel mij hoe te rusten van een oorlog binnen het kader van een bed, waar iedereen ongewapend ligt te snakken naar handen, op ogen, op hals, op strottenhoofd, een mond scheurt traag tot twee. In de hoek liggen alle gedragen kledingstukken, een vormloze berg van geweld. Altijd is iemand de sterkste, altijd is iemand weer bang. Met opgestroopt vel ligt men ordinair te wachten op genade. Hier herhaalt men zich voortdurend, familieleden, televisieseries, kleine ruzies, politiek, terwijl men zwijgend kampt om te ademen, roze pillen slikt om op te kunnen staan. Niemand ziet nog het oker in de ochtendlucht. De aura's sidderend als de zon die langzaam uitdoft, geïsoleerd aan het plafond. Beste, ik ken een plek waar het zo stil is dat je de wolken in elkaar hoort schuiven. Waar gespierde vogels bidden en duiken, de honderden kleuren van de dag zich vermengen zoals de tijd er zijn vorm verliest, zich uitspreidt tot een deken. Wij in al onze gedaanten kruipen eronder, verzinnen de beste leugens, drukken met onze palmen de deuken terug uit. Er dansen gezichten met bolle rood aangelopen wangen. Japanse dames trippelen met bloemenwaaiers voorbij. We zetten alles van Ikea opzij en schaatsen zelf door het strijklicht, landen als pluimpjes onmogelijk zacht. We zuigen op besuikerde korrels in de webben van de techno, waarin onze voeten verslaafd binnendringen. We drinken er glas na glas na glas, lezen overlijdensberichten hardop voor en zie. Onze lippen vouwen elkaar elke keer opgelucht terug open. Nou, de second poem. Vrij. Je werd geboren als vrouw. Alle lichamen die in jou lagen, pasten zich daaraan aan. De vliezen, het vlees, het vocht. Terug in beweging vindt geronnen bloed zijn vorm. Wanneer ik mijn benen open, zo ook jouw benen in mij, een speculum ons lichaam binnentreedt, binnenstebuiten keert. Hoe voelt het P-woord als je niet kan stoppen met persen? Hoe voelt het P-woord als je geen handen kan heffen, de pezige kracht waarmee je wordt platgedrukt? Is het waar dat jouw lichaam in dat van mij geen P-woord kan voelen, het niet echt gebeurt? Lieve, leg jezelf open, rek je uiteen. Lieve, draag geen zorgen onder je borsten en je geslacht met je mee. Lieve, je mag de mijne hebben. Bij elke scheut concentreer ik mij op jou. Ik stel mij voor hoe jij jezelf diep in mij door een ring van stilte haalt. Je ogen treden binnen in het felle licht van een zon, een spiegel, een mesje in de hand. De man heeft een standbeeld in het park. Roerloos. Je ligt alle armen, alle benen gespreid. Morgen laat ik je vrij. Merci. Merci beaucoup. Magnifique. La pure musique. Et avant de donner la parole à Golnouch Nour, je voudrais dire à Catherine et à Clara
que vous devriez pouvoir avoir 3 minutes de rattrapage chacune. Donc, préparez les poèmes que vous vouliez nous lire et que vous n'avez pas pu nous lire. Et à la fin, avant Manuela Morgan, on va vous redonner la parole. Golnouch Nour est auteure, poétesse d'origine iranienne. Elle est proche du groupe de New River Press, Robert Montgomery et Greta Balamakina. Elle publie ses poèmes et ses short stories, and her poetry, dit-on, explores sex and religion, love and cruelty, rebellion and identity, et la fragilité du désir. Sa lecture s'intitule Sculptures, and Golnouch, the floor is yours. Sculptures. But why do I have to explain? Why can't I just wear my blue lipstick and be ironic, artsy, and eccentric? Why do I have to remind them what they've done to my land, or why sanctions are bad? Why do I have to be the teacher rising from the grave of politics? Why should I be the one shouting, "We need transgression, darling, not progression," as though I were the chosen one? Why did I consume my youth in sad universities to confirm what I knew all along? To tediously intellectualize my instinct, when I could have spent this time burning a bank or a church or even a mosque where dollar prays that queers will die? Why do I have to explain why a lunar boy in a dress who murmurs, "My art hardens his nipples, makes my cunt jump"? Why do I have to justify? Why can't I just open the picture of Dorian Gray, page 155, to define is to limit, and just stare as though I am gazing at Basil's painting, but instead I am the one aging? Why do I have to inform my father of my sex life when my mother, the sculptor, carved my flesh for years so I'd be as cultured as her dusty library, but she just made me a bruised slut? Why did I desire her dead, like the ultimate Freudian cliche, so I could have my father to myself? But now that she's gone, my father and I are still apart, cutting each other, yielding blood, and we both think the fox that visits my girlfriend's garden is my mother. Thank you. Thank you very much. Bravo, bravo. Merci. Heathcote Ruthven est écrivain et éditeur. Il participe à la très belle aventure poétique de Poetry Against Homelessness. Et il écrit pour International Times et The Independent. Et son poème ce soir, Dub Night, parle de son ami Jamie, who died in his early 20s, et de la fragilité of love and grief. Heathcote, the floor is yours. Dub Night, memory of Jamie Cripps, 17th of June, 1990 to the 11th of December, 2013. At a dub night in Village Underground, and think of you, Jamie, anew, in love with the furious drums of carnival, our punk racket in my living room. You might be uncomfortable here, prone to feeling out of place, but caught at the right time, you'd be all over it. The bass here hurts your throat. What to say, to remember is to take a view. Towards the end, I didn't know you, like your boyish obsessions, your old man play act, Attenborough till sunrise, watching nature's greatest cruelties, the cordyceps fungi, a parasite gets in insect muscles, ants beat their head madly with their mandibles, possessed,
They climb and climb until the fruiting body of fungus sprout out and spores blossom. Whole colonies are petrified. To my communism, you replied, I'm attracted to the darker side of human nature. On that, we never argued. Your clothes were iconic, mockingly sophisticated. Staring at yourself for hours in the mirror, pulling faces, your whole life a strange war against pretension. I struggle to remember how you danced in public, just us, thrown round your kitchen, James Chance, Richard Hell, Noy Boughton. You loved Last Exit to Brooklyn, first novel by Seaman Hubert Selby Jr., got TB in the 40s, had ribs removed and half a lung. The other collapsed. He couldn't work. Said, I know the alphabet, I can write, and wrote brutal stories. You saw yourself in them somehow. In your head, in my head, you wrote a story based on his second novel, The Room. In my head, based on the so-called sex dungeon, dilapidated basement flat squatted near the elephant where you dwelt, miserable, half rushing or withdrawing, the walls closing in. Everybody has left. Are you lonely? Or is it a peaceful gloom? So serious, you were almost spiritual. They growl sermons here. We all feel the temptation of corruption, such suffering in the world. We in trance, an exultant purge, drums and drums, you're still gone. Last week I heard a vicar repeat, the price we pay for love is grief. Bored, you and I went to a scrap heap in Willesden. The materials of city life torn up into desolate trinkets and piled into mountains. We climbed, were cut by avalanches, sat at the peak with a bloated blue bottle, white lightning, would celebrate fragmentation, then the stars and mists of suburban flatlands. And now I lie, exhausted with eyes closed, use every muscle to try and summon you, discover new memories and feel guided. You preferred instant coffee to real stuff. When I drink it, I imagine your mouth, gaze at the walls of village underground, 3 stories tall, Gothic Victorian, like your name, Edward James Cripps. Thank you. You have caught lots of emotions. Thank you. Astrid Chaffrinjon est autrice, galeriste et éditrice. Elle a publié plusieurs romans. Et son dernier roman s'intitule « Je ne chasse pas sur mon territoire ». Et c'est un roman féministe à la force envoûtante, dit-on. Elle nous a écrit un texte spécialement pour nous ce soir, et c'est La part des choses, qui évoque le précipice qui s'ouvre devant nous à la tombée d'une nuit amoureuse et le privilège qu'est cette fragilité de l'amour. Astrid, à vous. Tu regardes la moquette tachée sous tes pieds et tu t'enfonces dans les tunnels sombres et feutrés pour semer la foule. Des anémones s'agrippent aux rochers. Un banc de sardines forme une lance nerveuse et argentée. Tu passes en dessous du bassin des requins, inébranlable et indifférent. Tu ignores la forêt de coraux rouges, mais tu t'arrêtes devant un cylindre vitré. Tu es seul. Alors tu entoures la colonne de tes bras et tu viens poser tes lèvres sur le verre. Tu frissonnes. Derrière le souffle de ta buée, les méduses dérivent en silence. Tu as envie de t'y d'agglutiner. Tu songes à la naissance d'un enfant. Comme on entend l'enfant qui vient, qui habite l'esprit et le corps seulement celui des femmes. Il n'y a rien dans la méduse qui fasse songer qu'elle peut blesser. Elle ne qu'est grâce et volupté, contraction sensuelle de l'anneau à la marge de l'ombrelle.
Tu colles ta joue contre la vitre, tu fermes les yeux, tu bandes. La dernière fois que tu m'as vue, je conduisais dans Bruxelles, je te déposais vers Flagey, tu parlais, tu n'as pas réussi à me regarder jusqu'au bout, tu as cherché un peu de répit et fermé les yeux. Tu as fait la part des choses. Je t'ai déposé, je suis rentrée. Au loin maintenant, ma voix tranche, et le soubresaut des doigts n'est qu'un frémissement, une émotion hautaine. Je transite de froid. Tout autour de moi est dépourvu de saillance. Je fais semblant d'aller bien, je me dis que je vais bien. De toute façon, et quoi qu'il arrive, je préfère écrire. Quoi qu'il m'arrive, je préfère te dire. Une veine gonflée, verticale, barre ton front. Tu voudrais fumer maintenant. Tu regardes tes doigts rongés. À la frontière de l'ongle, la peau te lance et te démange. Tu as furieusement envie de te gratter. Tu passes tes mains sur ta veste, le contact avec le velours t'agace et te soulage en même temps. Le bord de manche élimé, effiloché, est un apaisement. Lorsqu'un groupe de personnes arrive trop près de toi en parlant fort et en s'agitant, tu t'éloignes un peu. Tu cherches à rejoindre les bassins qui ont moins de succès. La Méditerranée n'est pas très colorée. L'espace qui lui est réservé est désert. Dans une vitrine, des hippocampes mouchetés sont comme englués dans un bain d'huile. Pas de remous ni de rochers où se fracasser ni même jouer. Leur corps est disproportionné par rapport aux nageoires rayonnées qui s'agissent désespérément pour les faire avancer à la verticale. Tu les regardes tanguer, ils sont ivres. Leur tête trop lourde les fait basculer vers l'avant. Pour se stabiliser, ils s'accrochent aux algues avec leur queue préhensile. Tu te penches pour mieux regarder. Je te vois. Je ne sais pas ce que j'aime le plus de moi à ce moment-là, quand rien ne résiste et tout me saisit à l'âme au fond. Les choses nous intiment de ralentir. Pour leur donner du fruit, de la texture, je les nomme. Et lorsque perle la peau, je me brûle. Enfin, je donne ma part au feu. Enfin, je dis les choses aux dieux. J'écris ce que je vois de toi, tu ne le sais pas. J'écris ce que je veux de toi, tu ne l'entends pas. Un hippocampe s'est accroché à une algue et se poste à l'horizontale, bercé par un improbable remous. Un balancement doux. Tu fermes les yeux. Tu ne veux pas sortir du soir. Pour une fois, tu préfères l'encre à l'art. Tu plonges dans la nuit, tu cherches. Tout n'arrive pas dans l'ordre que tu souhaites. Tes premières pensées te mènent vers un hamac sur lequel tu te balançais tantôt. Tu ne veux pas sortir du soir, alors tu maudis l'hippocampe et ses ondulations oisives. Tu voudrais être plus loin dans le temps et l'espace, mais déjà le soleil perce à travers le chapeau de paille posé sur ton visage. Tu vois la route qui serpente entre forêts de chênes verts et champs d'oliviers. Tu arrives à un plateau pelé où se dressent d'austères bâtiments ruraux en pierre. Tu convoques les méduses et leur délicate agitation spasmodique suffisent à composer un monde. Tu ne sais pas déclamer des phrases noueuses et serrées comme l'angoisse, alors tu te ronges les ongles. Tu dis que tu fais comme tu peux. Il faisait chaud ce matin-là, et tout ce sel de la Méditerranée dessèche la peau et fait craqueler les langues. Je regarde les carreaux tachés sous mes pieds et je m'engage dans les allées sombres et fraîches pour semer la foule. Des chèvrefeuilles s'agrippent au muret. Un banc de personnes âgées forme une lance lasse et argentée. Je passe à côté du bassin des nénuphars, souple et léger. J'ignore l'allée d'orangers, mais je m'arrête devant un colosse sculpté. Je suis seule. Alors j'entoure les pieds du colosse de mes bras et je viens poser mes lèvres sur la pierre. Je frissonne. Je plonge dans la nuit et je cherche. Tout n'arrive pas dans l'ordre que je souhaite. Il fait chaud ce matin-là et tout ce sel de la Méditerranée dessèche la peau et fait craqueler les langues. Tu me vois. Tu ne sais pas ce que tu aimes le plus de toi à ce moment-là, quand rien ne résiste et tout te saisit à l'âme au fond. Les choses nous intiment de ralentir, mais je ne souhaite pas faire la part des choses. Pour leur donner du fruit, de la texture, je les nomme. Enfin, je donne ma part au feu. Enfin, je dis les choses aux dieux. Et lorsque perle la peau, je me brûle. Merci Astrid. Céline Fribourg. Céline Fribourg est une éditrice. Céline Fribourg est une éditrice passionnée. Nathalie, peut-être tu peux arrêter ton micro. Merci. Céline Fribourg est une éditrice passionnée.
à la fois d'images et de mots, avec dans sa maison d'édition, Take Five, qu'elle a créée et qu'elle gère seule. Elle publie des livres d'art d'exception qui réunissent justement des images et des mots. Kintsugi est un mode d'emploi d'une construction philosophique en dehors de l'espace et du temps, qui suggère que notre fragilité intrinsèque fonde notre pérennité. Et les mots de Céline vont être accompagnés des images de John Fontcuberta, en particulier la série Trauma. Céline, à vous. Déprendre de sa linéarité illusoire, recouvrez patiemment le sens du toucher à travers les aspérités de la surface de l'objet. Lissez parfaitement cette ligne de faille marron, frontière fictive d'une guerre par essence pacifique. En éprouvez la douceur avec le doigt. Spirale de silence. Se concentrer pour appliquer, avec attention, à l'aide d'un pinceau très fin, une première couche de laque noir, Roero Urushi, sur la cicatrice. Se plonger dans sa nuit. Le noir n'est plus une couleur, mais un état d'esprit ouvert vers l'infini. Visualiser un ciel d'encre, puis se répandre mentalement dans sa densité. Se projeter en girandole dans l'infinité des étoiles pour y dissoudre l'ego. Contempler le mouvement transformateur du pinceau sur la céramique. Inspirer. Expirer, écoutez la vibration incantatoire du souffle. Abritez à nouveau l'objet dans sa boîte, une à 2 semaines pour le laisser sécher et réfléchir à l'allégorie métaphysique de la caverne. Endurer l'endothermie. L'intime s'imprime. Patienter, se remémorer l'onde de choc, l'intégrer avec bienveillance et générosité au sein de l'énergie du tout. Polir avec soin une nouvelle fois la surface, ressentir jusqu'au cœur le pouvoir consolidateur de la répétition. Métabolisme de la métamorphose. Appliquer une couche supplémentaire de laque et urushi sur la ligne de faille, cette fois rouge. Visualiser l'incandescence écarlate du soleil couchant pour s'imprégner de la chaleur diffuse de ses rayons. Contempler les cicatrices enflammées. Elles évoquent le vermillon brillant et vif de vaisseaux sanguins bien irrigués. Constatez avec bienveillance combien la forme composite et irrégulière de l'objet enrichit son expression. Chérir la blessure comme un témoignage de force et de vie. Coronaire imaginaire. Les jointures fraîches sont des canaux qui invitent les consciences à dériver sur leur flot. Toute perturbation visuelle perceptible d'une surface immaculée peut être aussi considérée comme une texture vivante. La surface de l'objet n'est pas seulement l'extrémité d'un volume, elle révèle une vérité sous-jacente, beaucoup plus profonde. Reposez doucement l'objet dans sa boîte, comme on dépose tendrement un nouveau-né dans son berceau. Contemplez ce nouvel espace de liberté infinie. Sublimez. Saupoudrez avec précaution la poudre d'or sur la jointure encore fraîche, à l'aide d'un pinceau fin. Faire rayonner chaque lueur du métal précieux. S'abreuver de la lumière éblouissante qu'il projette. Tout ce qui existe est digne de considération et de respect. Mesurer, à l'aune de sa texture aérienne et volatile, la vacuité du temps et de l'espace. Sonder l'inimaginable. Se projeter dans chaque atome volubile, comme partie indivisible du tout. Aquarelle d'étincelles. Récupérer l'excédent de poudre. Déposer l'objet dans son abri quelques jours pour favoriser le séchage et la consolidation. Méditer sur l'alternance de la présence et de l'absence, du gain et de la perte, de la botoption et du rejet. Dérision de la disparition. L'essence et la forme sont non duelles. Réfléchir sans formuler, ressentir sans intervenir. Observer sans élaborer. Célébrer la sagesse obtenue par l'expérience personnelle directe.
savourer l'interdépendance troublante des phénomènes, l'égard épars du regard, révéler l'œuvre ressuscitée en l'effleurant avec un coton de soie, mesurer la portée considérable d'un geste tendre et délicat, protéger ses lignes d'or en appliquant une fine couche de laque stabilisatrice, laisser sécher l'objet durant 2 jours. Fragile fossile, fissile. Se remémorer l'impermanence des choses, se libérer progressivement de la matière, de la sensation, de la perception, des conditionnements mentaux, de la conscience, de dukkha. La soif cesse en empruntant le noble sentier octuple. S'émerveiller, jubiler, se réjouir de la transformation. Polir une dernière fois les lignes de faille avec un outil soigneusement choisi. De l'agate, pierre d'ancrage apaisante et calmante, de l'ivoire, symbole de pureté et d'incorruptibilité, des dents de poisson, créatures en contact avec les mystères sous-marins que l'on retrouve dans les interprétations ésotériques ou jungiennes. Une pierre d'hématite qui renforce la concentration, solidifie la pensée et la mémoire, oriente le mental vers ses besoins primaires, ou tout autre outil symbolique. Puis caresser délicatement l'objet avec un mélange de poudre et d'huile pour le faire étinceler. Lueur lucide de l'ardeur. Remiser soigneusement les instruments et les composants. Considérer le beau, non comme une substance définie, mais comme la réflexion d'ombres métaphysiques qui dansent sur le paravent de notre existence. Les traces de réparation laissées par le kintsugi portent le nom de paysage, keishiki. Chérir cette pratique comme un chemin spirituel, un mode de vie, l'idéal et l'immatérialité. Pour cette belle performance, Céline. Merci beaucoup. Qui nous donne une idée des livres, de la beauté des livres que tu fabriques. Christine Guinard, comme Johanna et comme Aurélie, ont participé aux festivités du printemps et leurs textes sont réunis dans ce livre, Équinoxe, le cercle des poètes apparus. Christine est poète, auteure notamment de Sténopée, un recueil qui tente le cri toujours, encore, face à ceux qui sont exclus, jetés, rejetés, frères, sœurs de cette humanité qui s'oublie. Elle va nous dire si vous étiez un monde, tiré d'un manuscrit éponyme qui est en cours de publication. Elle va nous dire l'effondrement et ce que les mots font renaître. Christine, à vous. Christine, il faut recommencer, Christine. Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Je vais lire, bonsoir, je vais lire une suite extraite donc de ce dernier texte en cours d'édition. Et c'est le début de l'ensemble, le début du texte. Vous étiez un monde. L'univers organisé retient ses parts et prévient la déroute. Vous étiez plus que cela, le cosmos, porté par les espaces illimités autour, où l'orfèvre a fait tenir ensemble, dentelles fragiles et vives, les morceaux d'être et de jour, les horizons et l'intention, le sentiment et le goût. Vous étiez ensemble, tout cela, partis voguer sur l'infini des mers après la Voie lactée, et soudain, vous n'étiez plus. Soudain, depuis toujours, quand est-ce que cela commençait ? Soudain, la tectonique des plaques, les glissements de terrain, de toutes les terres intérieures, vers l'extérieur aussi. De l'un vers l'autre et retour, sans cesse recommencer. Un tout petit vent, un mot, un air, et ça ne tenait plus rien. Comme si jamais rien n'avait fait corps ou lien, comme si tenir ces masses ensemble relevait du miracle ou de l'hérésie.
comme si rien n'avait eu à voir, les formes, les sens, le son, un corps troué, au contour préservé, le territoire sauf en apparence, mais rien, comme si rien, des bouts de rien, de soi, d'autres qui avaient tenté, agglutiné, de faire bloc en hiver. Et pourtant, comment donner forme à cela? Magma puisé dans la rêverie, dans la mémoire et l'oubli, dehors, dedans. Je connais ces femmes au lavoir. Je les ai vues les yeux fermés au lavoir de M sur la rivière. Je les ai vues battre le drap et frotter le savon noir, chanter, brosser, plier. Elles me les racontaient. Où s'en va l'eau sale et savonneuse, maman? L'eau sale s'écoule, tu vois. Elle descend le cours de la rivière, comme toujours. L'eau s'écoule dans le sens de la pente. Je les ai vues en Espagne, dans les mots de ma grand-mère, susurrer, rire, murmurer le soir dans la chambre, dans le noir. Elle contait son enfance de là-bas, de l'autre côté de la frontière. La mare d'ella, ma mère disait. Ces femmes sentaient l'eau claire et le savon, le solaire, le pur et l'instant. Je voyais ce soleil éternel comme elle, comme ses bras ronds et doux, d'avoir porté l'exil sur l'étendue du dos, au ras des chemins et de la perte de sens, de soi. Éternelle et charnelle comme la terre natale, comme ce monde abandonné aux femmes, les guérisseuses, les infirmières de fortune, les berceuses d'enfants affaiblis, et les qui attendent les hommes en pleurant, rageant, chantant, en faisant la lumière sur les pièces engourdies, sur l'humidité traquée et sur le passé chargé de pus, que l'on évente et que l'on tape et que l'on fouette et que l'on chante. Amiclusquia, nostigistris, indrandia, que seras feliz. Que dire au monde qui brûle en soi, de connivence, comme tous nous brûlons. Mais vous avez accepté de traverser le désert. Vous avez regardé en face les ombres, dévisagées, déformées, la silhouette, le passé court après, court derrière, et devant aussi bien qu'il vous a ébloui. Mais vous visez le passé dans les yeux tout droit pour approcher le cœur des choses, si bien qu'il vous a rendu pierre. L'œil de Méduse vous a désolé, mis à terre, mis à sac, et toujours il est feu, il est gouffre et vous tient muet, vous tient resserré. Vous interdit, mais vous ne savez rien de plus. Vous avancez face à la banquise, sur la banquise déjà, qui vous sépare du cœur. J'habite un champ de plomb, de saute, de suite. J'habite le cœur d'un temps immense et rétréci. Le sol vaste et doux m'entraîne toujours. Il y avait le départ et le retour et sans cesse le bruit des vagues, au perché si tu l'écoutes. Les vagues brunes, on avait l'habitude, on n'avait jamais peur. Les cailloux de la cour et les graines du sureau qu'on a coupées, le chagrin du sureau perdu et l'enfance, les plats de terre à la cuisine folle du siècle d'avant, au-dessus de la fabrique de liège. Ce qu'est la tendresse d'enfant. Qui étiez-vous? Où êtes-vous maintenant que le soir tombe, tiédi? Il y avait le travail et la promenade. On passait voir les amis de jadis. Et le monde reprend forme le matin. Au vent léger des montagnes qui se bat, elle nous dit, contre les pluies de mer, une bataille serrée. Et je la crois, qui est là, qui n'oublie pas. On a les yeux brumeux du rêve. Qui veille? Est-ce qu'on se relève un jour de la stupeur? On donne le change, des mots. Ce sont toujours d'autres mots, à côté, déplacés, sur le bord même. Est-ce qu'un jour la voix revient, celle de la langue intérieure, baignée de la lumière du jour, celle organique, qui continue d'exprimer le suc, qui donne à voir, traduit. Merci beaucoup. Merci Christine. C'est magnifique Christine. Bravo, bravo. Aïla,
Orent, je ne sais pas si je prononce juste, je suis presque sûre que je prononce faux. Tayla? Oui, oui, c'était faux. Voilà. Tayla Onrat. Tayla Onrat. Comme ça, c'est juste? Tout à fait, tout à fait. Merci, Tayla. Tayla Onrat est actrice de film, de théâtre, de télévision. Elle fait du cabaret, elle danse, elle fait des documentaires, elle fait de la musique. En fait, elle sait tout faire et elle vibre. Celle qui vibre est le titre de son texte qui parle de fragilité humaine. À vous, Tayla. Merci, Barbara. Bonsoir, tout le monde. Je rajoute un mini chose au texte de présentation. C'est un texte qui fait partie d'une pièce que je suis en train d'écrire qui s'appelle « C'est terriblement effrayant d'être vivant ». C'est que je vibre. Je vous assure, c'est troublant. Je vibre tout le temps. Ce n'est pas dans ma tête, je vous le jure, c'est physique. Vous comprenez? C'est mon corps qui vibre tout entier. Vous le voyez, n'est-ce pas? Vous le voyez? C'est la peur, je crois. Je crois que c'est de la peur, sinon qu'est-ce que cela pourrait être? C'est troublant. Me voilà terriblement troublée, tiens, c'est étonnant. Moi qui ai toujours dissimulé, ça y est, c'est terminé, maintenant je me sens obligée, maintenant je me sens dévisagée, vous voyez? Nue. Vous me voyez nue, c'est vrai. Vous me voyez nue. Me voyez-vous nue? Parce que moi, ça y est, j'ai la sensation que plus jamais un vêtement ne pourra me recouvrir. C'est terrible, vous savez. Après tant d'années à s'être camouflée, soudainement, je ne me reconnais plus. Je regarde vers le bas et je me vois nue. Alors, tout vibre et tout s'étend. Et parfois même, je pleure contre le vent. Il y a des matins comme ça où je sens. Vous arrive-t-il à vous de sentir? Et quand je dis sentir, je parle de sensation, hein, pas seulement de sentir une tarte au chocolat ou le gaz qui s'échappe de la gazinière. Non, 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 je sens que je vis. Vous arrive-t-il cela à vous aussi? C'est terriblement effrayant. J'ai 34 ans. Et c'est comme si mon corps n'avait plus rien à cacher au monde, qu'il ne le craint plus, qu'il s'y expose. On pourrait dire que c'est comme un sentiment de l'âme, je veux dire comme si l'âme enfin s'était décidée à parler. Je ne sais pas bien ce que c'est que ce mot, l'âme, mais je dois dire que j'aime bien l'utiliser. Quel tourment! Je ne sais presque plus tenir une tasse de thé dans ma main droite, vous vous rendez compte? Elle tremble tant que je me brûle de mes tourments. C'est que j'ai dû les écraser il y a bien longtemps maintenant, mes tourments. C'est effrayant, je le sais, c'est effrayant. Mais je ne vois que ça, ça ne peut être que le résultat d'une longue soumission à l'oubli, n'est-ce pas? C'est que je dois l'avouer, je l'ai souvent cultivé, moi, l'oubli. À force de ne pas comprendre, j'ai pris peur et j'ai failli. À force de ne pas comprendre les hommes et les femmes, comment ils fonctionnent, les hommes et les femmes, comment ils fonctionnent, ne pas les comprendre et puis ne pas admettre, ne pas comprendre, puis rester là, alors prostré. C'est terrible de ne pas comprendre, je suppose que vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez. C'est terriblement inconfortable. C'est d'une ingrate inconfortabilité. Cela pourrait être un nom de symptôme très sérieux. Je suis atteinte du syndrome de l'ingrate inconfortabilité, c'est ça. Je ne suis pas sûre de comprendre les mots que j'utilise parfois. Par exemple, je ne comprends pas le mot différence. Et je déteste le mot comparaison. Je le déteste. Détester, c'est autre chose, mais détester est un mot que j'aime bien, à vrai dire, ces temps-ci. Je me dis qu'il est peut-être important de savoir détester parfois, un instant, pour dire et reconnaître, et avouer de reconnaître toutes ces choses que je ne peux point avaler. Les images, et la publicité, et les courbes de l'argent qui ont du pouvoir, et les glaces qui fondent au nord, et la cruauté et la méchanceté des puissants, et le sang qui coule et le vieux et l'enfant sur un matelas dans la rue à tenter de participer désespéré au grand jeu des êtres vivants. Alors, je reviens à ma blessure. Vous savez, celle-là, ma blessure à moi, la blessure parentale, on l'appelle, la blessure qui fait mal toute une vie. C'est celle qui est dans chaque enfant et dans chaque vieillard, c'est pareil. C'est celle qui nous rappelle à l'essence.
celle qui nous crie que rien d'autre de valable ne coule en nous que de la lumière, des larmes et du sang, et insiste sur le mot tourment. Alors moi, c'est dans le silence que je la sens. Et je vibre dans les méandres et les torrents, et je la sens et je la sens. C'est loin de ma tête qu'elle agit, proche de mon cœur. C'est par mes yeux qu'elle vit et dans mon sein qu'elle meurt. Là, dans le vide, dans le rien, elle vibre à travers moi comme un frisson, comme un émoi. Et je jure, c'est dans un souffle qu'elle me l'a dit, un souffle comme celui-ci que l'on souffle à celle qui gît. Elle m'a dit, reste avec moi. Je prendrai soin de toi, jusque dans l'au-delà. Et je te regarderai trembler sans te demander de résister. Tu seras reine, comme cette feuille qui vibre, tu vois. Pleure. Je récolterai tes larmes et les ferai briller. Saigne, et je te penserai. Laisse la chaleur de ton cœur faire fondre ce qui te glace. C'est avec émoi que ton cœur il bat. Parce qu'il bat ton cœur, n'est-ce pas? Il bat. C'est celle qui vibre toujours, qui fera avancer tes pas. Merci. Wow. Wow. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, Clara Oui. Molloy, qui a écrit à Tayla Onren combien c'était beau. Vous avez quelques minutes de plus pour nous lire les poèmes par rapport auxquels je vous ai interrompu tout à l'heure. Et puis ensuite, Catherine aussi. Et puis ensuite, ce sera Manuela. Clara. Room service. Chacun cherche la clé pour se ressembler. La chaleur et l'ennui se repaissent de bleu. Les fleurs faciles, belles alanguies à mes cheveux, se fanent à la lumière filtrée. Les rayures du rêve me vrillent la vue. Seul l'œil nage. Le reste s'abandonne. Château de dés. La maison, muette, écrit la solitude. Elle est le livre, la feuille et le stylo. Elle m'assied à sa table, ses bras tendus vers moi. Son lent soleil décline dans ma chambre silencieuse. Dans le jardin, au loin, quelqu'un a pleuré blanc. Je corne la page. Et le dernier, Santo Sospir, c'est le nom de la maison de Jean Cocteau. Chaque poème, en fait, renvoie un nom de maison. Château de dés étant le nom de la maison dans le film de Man Ray. Santo Sospir. Ça peut encore me faire pleurer. Quand Thelonious joue Round Midnight. Je nous revois au ciel de Beaugrenelle. L'appartement dans les nuances de piano semble flotter au 22e. La vie, quelle course. Un vrai polar. Comme la désillusion est belle, nous restons dans le noir à la fenêtre, suspendus à un flot. Si, mi, fa, si, sol, si, et ce silence entre deux notes. Merci. Catherine, merci de nous lire les poèmes que vous vouliez nous lire tout à l'heure. Les 3 derniers. Tendresse enveloppante du coton blanc, vaporeux, qui m'abrite. Éloigner la lame, le tranchant qui coupait l'air. Adossé à l'écorce de l'arbre, inondé par un flot de douceur, je ne quitte plus des yeux le point clignotant au bout du long tunnel glacial, là où j'aurais pu me désagréger. Face à la mer, des yeux noirs. Douceur absolue de cette noirceur qui me souffle la vie, tendresse forte, en harmonie avec les vagues qui s'évanouissent à mes pieds. Torse nu sur la plage, pieds coulés dans les grains vaporeux, ta voix m'enveloppe, me prend.
Je dors dans le silence installé par tes mains. Joie. La joie explose. Lumière intérieure qui se déverse au grand jour, se répand en gouttes claires. Une étoile filtre dans le regard. À surprendre son éclat, on se sent troublé, on croit toucher le secret du monde, ce lointain message, parfois lancé jusqu'à nous. Et le dernier, rien ne bouge sous le souffle chaud du vent, tout n'est que paix terrifiante, aucun bruit. On pourrait entendre chuter un grain de riz. Je sais qu'il est trop tard pour le cri que je ne lancerai pas. Restent les mots qui inventent la disparition des formes. J'avance vers ce qui ne m'attend pas. Merci beaucoup, Catherine. Manuela Morgan est écrivain, metteur en scène, réalisatrice et elle dirige Anvers Compagnie. Prix de Rome, lauréate de la Villa Médicis hors les murs, elle vient de publier Le temps a commencé de cesser, des poèmes oraculaires. Son texte s'intitule Last Words et ce sont bel et bien des last words, parce qu'un jour, ce sont les derniers. La fragilité humaine. Manuela, à vous. Et c'est le jour où la terre collectionne les derniers mots des vivants du monde. En elle, ces derniers mots des vivants sont verticalement gravés. N'aie pas peur. Charles XII, roi de Suède, assassiné en 1610. J'ai chaud. Léopold II, roi des Belges, mort en 1909. Dehors, dehors. Louis Ier, roi de France, mort en 840. Vite, au galop, au paradis, Madame Louise, fille de Louis XV, morte en 1800. Monsieur, pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès. Marie-Antoinette à son bourreau, à qui elle avait marché sur le pied avant d'être guillotinée en 1793. Prends-moi dans tes bras. Sir Charles Bell, anatomiste et inventeur, mort en 1842. Ah, cela a bon goût. Merci. Johannes Brahms, compositeur allemand, mort en 1891. Alors c'est ça, mourir, cela prend du temps. Maman. Anatole France, mort en 1924. Il pleut. Ulysse Grant, président américain, mort en 1885. Mamacha Nijinsky, mort en 1950. Vrai. Saladin, sultan mort en 1193. Nourris-les quand je serai parti. Giuseppe Garibaldi, patriote italien, mort en 1882. Qui est-ce? Billy the Kid, américain hors la loi, assassiné en 1881. Tiens, prends ça, espèce de fils de pute. Mike Jenna, gangster américain, tué à Chicago en 1925. Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. Évariste Galois, mathématicien français mort au cours d'un duel en 1832. La guerre est finie et je dois m'en aller. Egon Schiele, artiste autrichien mort en 1918. Montrer ma tête aux gens, cela vaut la peine. Georges Danton, révolutionnaire français, guillotiné en 1794. Merci, monsieur. Mata Hari, danseuse et espionne russe assassinée en 1917. J'entendrai au paradis. Ludwig van Beethoven, compositeur allemand sourd, mort en 1827. Je suis encore en vie. Caligula, empereur de Rome, mort en 41 avant Jésus-Christ. Le reste demain. Benjamin Constant, philosophe français, mort en 1830. C'est bien. André Gide, écrivain français, mort en 1951. Cela suffit. Emmanuel Kant, philosophe allemand, mort en 1804. Buvez à ma santé. Pablo Picasso, artiste espagnol, mort en 1973. Heureux. Raphaël, artiste italien, mort en 1520. Je veux aller là,
René de Chateaubriand, écrivain français mort en 1848. Je meurs, je n'ai pas bu de champagne depuis trop longtemps. Anton Tchekhov, écrivain russe mort en 1904. C'est la meilleure glace que j'ai jamais mangée. Lou Costello, comique américain mort en 1959. Maintenant, j'ai une petite pause. Kathleen Ferrier, chanteuse d'opéra allemande morte en 1953. Cela bouge encore. Galileo Galilei, astronome italien mort en 1642. J'espère ne pas trop vous avoir emmerdé. Elvis Presley, chanteur américain, mort en 1977. Déjà, les flammes. Voltaire, écrivain français, mort en 1778. Enlevez les oreillers, je n'en aurai plus besoin. Lewis Carroll, écrivain anglais, mort en 1898. Je ressemble à un mort. Maurice Ravel, compositeur français, mort en 1937. Ce n'est pas ma maison. Arioste, écrivain italien, mort en 1533. Je vois la lumière noire. Victor Hugo, écrivain français, mort en 1885. Mozart, Gustav Mahler, compositeur autrichien, mort en 1911. Ne chausse pas encore les souliers de l'homme mort. Paul Verlaine, poète français, mort en 1896. Je ne saurai jamais comment cela finit. Alexandre Dumas, écrivain français mort en 1878. Je vais rire d'un rire amer. Nikolaï Gogol, écrivain russe mort en 1852. Tour de France, Daniel Morgan, journaliste français, mort en 1999. Mon père. Enfant pleine de mes larmes, de la semence renouvelée par mon amour de l'homme, du sang de mes ancêtres, pleine de vie de tout mon vivant. Je ne sais encore prononcer mes derniers mots. Nous voilà vivants tant que nous marchons loin du charretier. Pieds nus, nos pieds nus, nous foulons la terre au chaud dans nos pieds d'ours, bec de canne, poulaine, galoche, derby, chopine, patins, sabots, socs, raquettes, semelles, mules, ballerines, bottes, balmorales, escarpins, mocassins, sandales de cuir de vent. Nous sommes vivants avant d'être à l'extrémité, à la toute dernière extrémité, être à la mort fatale, funeste, se mourir, s'en aller, un pied dans la tombe, dans la fosse, ne pas faire des vieux os. PPH passera pas l'hiver, filer son suaire, son linceul, sentir le sapin, n'être pas, y passer, y rester, cesser, descendre, être enlevé, ravi, casser son sable, sa canne, couper sa mèche, décrocher ses cymbales, ses panonceaux, défiler la parade, dégonfler sa vessie, dégringoler l'échelle, déposer son bilan, son mandat, dépoter son géranium, régaler les verres, éteindre sa veilleuse, faire le grand voyage, faire son paquet, sa valise, fêter son saladier, fermer son parapluie, son livre, son vasistas, foutre le camp, frapper au monument, jeter les clés dans la fosse, lâcher la bouée, larguer les amarres, manquer le marchepied, moucher sa chandelle, oublier le goût du pain, oublier de respirer, passer l'arme à gauche, passer le week-end chez Satan, péter son lof, plier ses chemises, ployer son jonc, prendre la secousse, rendre sa bûche, rentrer ses pouces, renverser son absinthe, son mazagran, son écuelle, sa marmite, son casse, rouler sa langue, sauter le pas, souffler sa lampe, terminer sa ritournelle, tourner le coin, trouver la mort, se faire sauter le caisson, débrancher sa ligne, dévisser le coco, faire flotter, régaler la veuve, raccourcir, manger les pissenlits par la racine. Toi comme moi, nous sommes toujours vivants avant d'aller sous les fleurs. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on a Manuela. J'ai envie d'y aller. 2 heures. C'est insupportable. Jenna, je vais en fait lire 2 textes. Le premier est un texte de Valérie Horvitz pour lequel je vais vous montrer des images en même temps que je lis. Et le deuxième, je vais vous lire « Il me semble » qui est le dernier poème en date que j'ai écrit. Donc, merci de mettre les images d'abord, puis de les enlever, Jenna. Valérie Horvitz, qui est avec nous, est une photographe qui travaille avec les jeunes détenus à la prison des Baumettes à Marseille. Et elle a réalisé un grand travail qui s'appelle « Peine mineure »,
en hommage à ces femmes mineures, et elle a écrit un texte pour accompagner ces images. Le désir a ouvert les portes de la cour de promenade. Leur corps, parfois, entre l'adolescence et la femme. Avant de déclencher, j'attends un temps infini, celui pour elle de l'ennui, celui pour moi du portrait brut, celui de la seule présence du modèle en lui-même. Ces après-midi-là, dans ces espaces si réduits et dans un moment d'intimité, les corps se sont détendus, quelque chose de l'ordre du banal et du naturel. L'apparition de la singularité de chaque corps et sa façon d'occuper l'espace ou de se déplacer, se frôler, s'allonger ou s'affaler, de bouger et de jouer avec les contraintes d'une situation exceptionnelle, de danser. Toute cette beauté. Le désir a ouvert les portes de la cour de promenade. C'est une occasion d'être seule et ensemble. Il fait beau. Les filles s'adossent au barodage pour profiter des derniers rayons de soleil. Nous parlons de nos corps, de leurs formes, de nos singularités, des gestes qui nous sont naturels, de la condition de détention et des revendications. Elle dit « approche pas trop » ou « je sors mes épines ». Des fleurs poussent, sans jamais avoir été semées, grandissent, qui survivent là, n'ont besoin de rien d'autre que du soleil, se nourrissent du peu que la terre sous bitume et béton a à offrir. La gravité courbe leurs tiges, elles sont laissées là et subsistent. Il y a des mots sur les murs. Nos mains se posent sur ces mots pour les masquer, les effacer, les toucher, sentir ce que ce mur reçoit, comme une métaphore du corps détenu. Quand on écrit sur le mur, est-ce qu'on parle au mur? Merci. Et ce poème, il me semble que j'ai écrit en hommage à Samuel Paty, in memoriam. Ce serait aussi rendre hommage à Samuel Paty, il me semble, que de connaître l'histoire d'Abdullah Anzorov. Samuel Paty aimait le savoir, il me semble. Comment réfléchir sans connaissance? Comment comprendre? Comprendre pour prévenir d'autres morts dans l'âme, il me semble, qu'ainsi vivait Samuel Paty. Quant à Abdullah Anzorov, qu'a-t-il appris tout au long de sa vie? Payé pour des renseignements, payé pour avilir, payé, puis tué, absolument, et les femmes écartées, il me semble, et les femmes silencées. Comment faire pour désenseigner cela? Comment faire pour désapprendre? Il réfléchissait à cela, il me semble, Samuel Paty. Une seule vie, dit la chanson. Nous ne faisons qu'un, mais nous sommes différents, il me semble, dit la chanson qu'aimait Samuel Paty. Ça ne résout pas du tout les problèmes. Bravo à tout le monde et merci. Merci à Valérie pour son texte. Merci à Nathalie pour toute cette soirée. Merci à Julien. Merci à vous tous. Et nous avons déjà rendez-vous en janvier pour Fragile numéro 3 qui sera
consacré à la fragilité de notre environnement. Donc, joyeux Noël. Voilà. Bravo. Merci. Je vais ajouter que la soirée est possiblement à écouter sur nos podcasts, magnifiquement enregistrés par Jenna Barbero, notre nouvelle collaboratrice à la Fondation. Merci Jenna, merci Julien. Merci Barbara. Merci. Alors, les deux premiers, c'était... le premier, c'était le Wells Fargo scandal. On quitte. You're joking, hein? Ouais. Merci à toutes et à tous. À très vite, à très bientôt. Merci Barbara. Au revoir. Merci. Bye, au revoir. Ciao. Bye.